En tant que saltimbanque, j'ai l'habitude d'être multitâche. Le matin à la radio, l'après-midi sur un plateau de cinéma, le soir sur une scène de théâtre. Enfin, des fois, c'est aussi coiffeur, dentiste, mots croisés. Enfin, être au four et au moulin, c'est ma condition, c'est mon destin. Alors forcément, lorsqu'on m'a demandé de raconter l'histoire de la France et des Français à travers la gastronomie, pile le jour où j'avais un dîner à préparer, j'ai dit banco, car je n'ai pas peur de le dire, j'aime les défis. En attendant, ça me dit pas ce que je vais faire à manger ce soir. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur mijoter? Nous autres Français, nous nous flattons de posséder la meilleure cuisine du monde. En tout cas, les chiffres sont formels. Nous sommes bien les champions, tous pays confondus, pour le temps passé à table. 2h11 par jour. Dans ce domaine, on bat l'Italie. On est champion, on est champion, on est champion. Mais comment sommes-nous passés du cassoulet de Tata Gisèle au tofu mariné de Jean Kévin? De la blanquette de veau à l'œuf moléculaire. Depuis les années 50, côté cuisine, nos habitudes ont bien changé. Nous avons allégé nos sauces, c'est pas une expression, écrémé nos plats, découvert d'autres cultures. Voici ma recette pour raconter l'histoire de France à travers la cuisine. Épluchez quelques souvenirs personnels, faites-les revenir dans un bouillon de culture et de patrimoine et nappez le tout d'anecdotes croustillantes. On peut tout raconter de la vie quotidienne des Français, les habitudes, les péchés mignons, les événements politiques, sociaux, culturels, géographiques, en suivant à la trace ce qui a rempli, vidé, épicé ou étoilé nos assiettes. Bon, mais c'est pas tout ça, moi j'ai aussi un dîner à préparer. Un confit de canard déstructuré. Une daube à l'unilatéral, non pas sûr. Je vais peut-être me rabattre sur un classique, façon Lagarde et Michard. Pour ça, j'ai un recueil de recettes familiales, édition de 1954. L'année où Brassens chante l'Auvergnat. Bah tiens, si je faisais une potée. Elle est à toi, cette potée. Ah, elle est belle, la décennie d'après-guerre. Les Américains nous ont libérés et ils nous font rêver. Avec la paix, ils nous ont quand même apporté le rock'n'roll et le chewing-gum. Bon, bien sûr, à cette époque-là, moi je ne suis pas né, mais j'ai quand même un avis. Si j'avais eu 20 ans en 1950, sûr que j'aurais eu envie de mâcher du bubblegum comme Marilyn. J'aurais siroté du coca comme James Dean. J'aurais voulu profiter de la paix retrouvée, danser, boire et manger pour retrouver un embonpoint rassurant à l'image de Lino Ventura et de Jean Gabin. Bon, mais je le redis, j'étais pas né. Du coton, de la laine, des matières premières arriveront avec 200 000 tonnes de matières grasses, huile, beurre ou lard. Tout cela va converger vers les marchés réguliers. En 1948, le ministre du Ravitaillement, Christian Pineau, accueille sur le port de Bordeaux le premier cargo américain. Le général George Marshall a décidé de réagir face à la pénurie alimentaire qui menace l'Europe. L'aide américaine sera massive. Conséquence, M. Pinault nous laisse prévoir la prochaine disparition de la carte de pain et également l'augmentation des... Cette carte est synonyme de tant de mauvais souvenirs. Enfin, on peut l'enterrer. Et on va le faire en grande pompe. Il s'agit cette fois d'une cérémonie joyeuse et d'un enterrement pour rire. À Lyon, le syndicat des boulangers et pâtissiers fête la mort de la carte de pain sous le patronage de Guignol et de Niafron, les compères traditionnels de la gaieté lyonnaise. Pour une fois, on accompagne un convoi funèbre en riant et en espérant qu'il sera suivi de beaucoup d'autres. Après les cartes de pain, on pourra aussi enterrer les légumes de guerre. Goodbye, topinambour. So long, salsifis. On ne peut pas deviner que dans les années 2000, ces légumes oubliés redeviendront tendance, y compris sur les grandes tables. Mais pour l'instant, ciao, rutabaga! Dans la vie de tous les jours, la disette n'est pas encore oubliée. Les œufs, le lait, la viande, tout arrive au compte-gouttes. Les beaux jours mettent du temps à revenir et les étals des épiciers à se remplir. Pour répondre à cette crise, les paysans se mobilisent jour et nuit. 24 heures sur 24, les tracteurs roulent.
Labourer la nuit, semer le jour, dimanche compris, le paysan de France n'épargne rien pour gagner la bataille du pain. Bataille silencieuse mais grandiose. Les Français auront-ils du pain toute l'année? C'est là l'enjeu. Mais les efforts du paysan de France ne suffisent pas. Et les industries mettent la main à la pâte. Elles veulent produire plus vite, en plus grande quantité. Leur solution? Elles suppriment la première fermentation et découvrent le pétrissage intensif. Notre baguette devient blanche comme la paix, mais fade comme du coton. Il faudra attendre 1993 avec un décret Balladur sur le pain tradition pour que la baguette retrouve enfin son goût. Édouard, merci. Allez, encore une tartine, je commence les courses. Ah ben non, je ne procrastine pas, j'ai quand même le droit à une pause pour commencer ma journée, ça va, pas non plus... La tradition, parlons-en, c'est le maître mot. À cause du plan Marshall, les Français se sentent sous tutelle. On parle de coca-colonisation. Pas facile à dire, mais l'expression fait mouche. Mon oncle Roger dit que les Américains ont trouvé la parade pour qu'on ne devienne pas communiste. La guerre froide se rejoue dans les cuisines où s'entrechoquent la bouteille de soda marron et le litron de rouge. À ce jeu-là, les Américains, comme dirait Tati dans Jour de fête, ont perdu d'avance. Le vin ici, c'est sacré. Allez mon bonhomme, placez votre camelot-tailleur. En Amérique! Tiens, ça me fait penser à la première émission de cuisine de Raymond Oliver. C'était en 1954 sur la seule et unique chaîne de télévision. L'émission a duré 15 ans, un succès. Appréciez la précision du dosage en vin rouge. Encore. Ah oui, encore un peu, oui, allez-y. Excellent comme vin. Alors, je voudrais encore un peu de vin parce que vous voyez. Ah oui, encore un petit peu, voilà. Catherine Langer à côté est légèrement inquiète. Le vin. Un bon verre. Voilà. Et puis, Quand il s'agit de vin, les Français n'y vont pas avec le dos de la carafe. Dans les années 50, on boit plus de 140 litres de vin par an et par personne. Imaginez, aujourd'hui, c'est seulement 50 litres. C'est une moyenne, hein. J'en connais qui ne font pas baisser les statistiques. Tout le monde boit, même les sportifs, avec l'assentiment du corps médical. Les sportifs peuvent boire du vin, même en période de grande compétition et même s'ils ont la classe internationale, mais du vin en quantité très restreinte pendant les repas seulement. D'ailleurs, aux Jeux Olympiques de Londres, les Français avaient manqué de vin et cet incident avait joué sur leur état d'esprit pendant un certain temps. Ah ben c'est pour ça que j'étais nul en sport à l'école. Je manquais de vin. Pas compliqué. Souriez fillettes, souriez à la vie. Vous en faites une tête, vous et vos amis. Voici quelque chose qui apporte la joie, fait voir la vie en rose aussitôt qu'on le boit. Ouais, la France et le vin, vaste sujet. Oh, si c'est pris en quantité raisonnable, j'estime que c'est tout à fait, ça fait du bien. Oh, ça fait du bien, bien sûr. Un bon vin, c'est toujours agréable. Parce que le vin est un aliment très nourrissant. Pendant la guerre 14-18, on m'a appris à beaucoup boire de vin. Du reste, c'est ce qui a gagné la guerre. Il y en a qui disent qu'ils ont bu des 100 potes. Ben moi, j'ai bu des citernes de vin. Vous comprenez? Parce que j'ai fait 2 guerres et j'ai bien bu dans les 2 guerres. Et entre les 2 guerres, j'ai bien bu aussi. Dans les écoles, tenez-vous bien, on distribue aux enfants, dès leur plus jeune âge, des bons points de Louis Pasteur qui prônent les valeurs nutritionnelles du vin. Si tu travailles bien, Louis Pasteur te donne un bon point et t'auras ta carafe de rouge. On voit aussi fleurir des réclames pour des apéritifs s'adressant directement aux enfants. Et le casse-croûte traditionnel pour l'école comporte un demi-litre de vin, de cidre ou de bière. Véridique. Vous êtes psychiatre, docteur? Je suis psychiatre, je soigne pas mal d'enfants que l'on m'amène pour des anomalies multiples, souvent des anomalies du caractère, de l'affectivité, du sommeil. Et en interrogeant les familles, j'ai appris qu'à ces enfants, et j'insiste, qui étaient souvent de très petits enfants, des enfants qui avaient de 3 à 8, 10, 12 ans, les familles donnaient régulièrement des boissons importantes pour leur âge, de vin, de cidre, de bière, des quantités qui allaient de 1 demi-litre à 1 litre de vin pur par jour. Le résultat, c'est que les enfants arrivent à l'école rouges, suants et toute la matinée dorment à moitié.
Il faudra attendre 1956 pour que Pierre Mendès France fasse interdire l'alcool à l'école. À Montgeron, les enfants des écoles primaires sont des enfants heureux. Plus question de cantine, ils vont déjeuner comme des grands au restaurant d'enfants. Un menu scientifiquement équilibré tient compte en ce qui concerne le choix des boissons de la dernière circulaire du ministre de l'Éducation nationale qui vient d'interdire dans toutes les cantines scolaires toute boisson alcoolisée pour les moins de 14 ans. Et les plus de 14 ans alors? Ce n'est qu'en 1981 que l'alcool est aussi interdit dans les lycées français. En matière de santé des enfants, les bases sont entièrement à revoir. Première règle, une cuillère à soupe tous les matins d'un liquide jaunâtre qui fait grimacer les enfants et dont le seul nom provoque l'effroi, l'huile de foie de morue. Deuxième règle, le lait. Un verre par jour à la récré, prescrit Mendès France. Le lait, c'est la source même de la santé. Buvez du lait. Ah, Raymond Souplex. Désormais, il ne risque plus d'être périmé. Les dates limites de consommation apparaissent dès 1959 et deviendront obligatoires en 1984 pour toutes les denrées périssables. L'exemple de M. Mendès France a été suivi avec enthousiasme. Certains cabarets parisiens n'ont pas hésité à s'associer à cette campagne, c'est bien le cas de la dire, et dans une ambiance très olé-olé, on a vu se réaliser enfin l'entente des producteurs et des consommateurs. Verrons-nous les boîtes de nuit se transformer en boîtes à lait? En attendant, on escompte pour cet hiver le renouveau de la Jabarache. Ouais, le lait, on le voit, est propice au calembour, mais aussi à l'essor de nouvelles boissons chocolatées qui ont encore un parfum du temps des colonies, comme dirait Michel Sardou. Banania redevient Banania. Nouvelle fabrication, qualité d'avant-guerre. Maintenant que vous avez le choix, exigez Banania. Le petit déjeuner chocolaté, tellement meilleur. Pour moi, le lait, c'est aussi un souvenir personnel. Celui des patates au lait de ma grand-mère. Des pommes de terre qui avaient calciné sur le fourneau et qu'on trempait dans le lait chaud et mousseux. Oui, ben c'est comme ça. Ma Madeleine de Proust à moi, c'est une patate. En famille, dans les années 50, on n'a qu'une envie, se retrouver à table le temps d'un bon et long repas et refaire le monde. Le spectacle se déroule en 4 actes. Entrée, plat, fromage et dessert. Avec plusieurs rappels, oui, on se resserre. Le vendredi, c'est poisson, colin au courbouillon, filet de limande grillé. Le dimanche, roast beef aux pommes sautées ou poulet chasseur. Et religieuse au chocolat après la messe. À Pâques, on sert le fameux gigot d'agneau au flageolet, le plat idéal des grandes tablées, des plats roboratifs généreux et toujours bien arrosés. Sauf dans les milieux branchés où l'on trinque avec des boissons d'avant-garde. C'est dans la cave que des sommeliers réticents préparaient les liquides extraits des céleris, radis et autres verdures sous le regard sombre des glorieuses bouteilles abandonnées. À l'étage supérieur, la fête battait son plein et tout un chacun trouvait l'ivresse entre 2 doigts d'asperges et une bolée de navets. Hormis ces quelques azous qui s'enivrent au jus de céleri, les Français veulent de la viande. En pleine période d'inflation, on supplie le gouvernement de baisser les prix et on a gain de cause. Le président du Conseil, René Pleven, impose une baisse de 10% sur le prix de la viande, le poste de dépense incontournable dans le budget familial de l'époque. Le démocratique beefsteak, cher au cœur de tous les Français, sera-t-il moins cher pour leur porte-monnaie? Il est la première cible d'un vaste tir de barrage contre la vie chère. Ah, madame a fait son marché de la viande. Par exemple, sur 1 kilo de rôti, si vous en avez pris 1 kilo, vous pensez avoir fait quel genre d'économie? Oh oui, bien 300 francs. Oui. Et vous, madame, vous avez fait votre marché? Oui, monsieur, j'ai terminé mon marché et j'ai constaté qu'il y avait un article dans chaque magasin qui attirait notre attention et avec un prix spécial. Par exemple, du jambon. Monsieur Jean, restaurateur, nous l'affirme. Eh bien, écoutez, je dois vous avouer franchement que moi-même, j'ai baissé le prix de mon steak, et bien, les clients étaient très contents. Pour sûr qu'on est content, même qu'on aimerait la même chose pour les autres produits. Mais on ne peut pas baisser les prix partout, comme ça, d'un coup. Du côté de Landerneau, un homme pense que si, et croit savoir comment s'y prendre. Voir baisser le prix de la vie, voilà aujourd'hui le grand souci des Français. On y pense, va-t-on y arriver?
C'est une histoire qui a fait du bruit à Landerneau d'abord, quand un certain Leclerc a ouvert dans un garage désaffecté un centre de détail où il vendait au prix de gros des articles achetés directement aux fabricants. Mais cette révolution va en laisser plus d'un sur le carreau. Monsieur Lefond, vous savez qu'on parle beaucoup en ce moment de votre métier, du métier d'épicier. Est-ce que vous pensez, d'une façon ou de l'autre, que votre métier, tel que vous le pratiquez aujourd'hui, est devenu, disons, un peu dépassé, démodé? Et légèrement. Oui, pourquoi? Parce que le système Leclerc nous oblige à baisser nos prix et que nous ne voudrions pas baisser parce qu'il nous est impossible de les baisser. Pour quelle raison? Vous voulez dire que vous ne savez pas pour quelle raison? Oh, je m'en doute, mais enfin, je sais que M. Leclerc touche de la marchandise moins chère que nous et qu'en plus il a de belles ristournes quantitatives et c'est cela qui nous assomme. Chez les épiciers comme chez les consommateurs, son système suscite de plus en plus de méfiance. Édouard Leclerc, le public a tellement peu l'habitude de voir un commerçant s'attaquer au problème de la vie chère que pour lui ce commerçant est suspect. Devant cette résistance des commerçants et de tous ceux qui ne voulaient pas comprendre, j'ai hésité à poursuivre ce que j'avais commencé. Vous avez été parfois sur le point d'abandonner? Oui. Sacré Édouard, qui répond oui, mais qui fait non de la tête. Leclerc n'abandonne pas, bien au contraire. En quelques années, son concept devient une institution qui transforme radicalement les modes de consommation. Pour de nombreux Français, c'est un enchantement. On a tout sous la main, on est habitué, on est seul avec sa pensée, on sait pertinemment qu'à tel endroit il y a telle chose, on prend tout son temps, c'est gracieux, c'est fleuri, c'est bien, n'est-ce pas, c'est moderne. Oui, c'est bien gentil, mais tous ces produits frais, désormais accessibles, comment les conserver ? Vous profiterez de toutes les occasions si vous avez un réfrigérateur. Plus de beurre rente, plus de lait tourné. Le réfrigérateur, on en rêvait. Ah, le jour où on aurait un frigo, la vie deviendrait immense, sublime, miraculeuse. En 1955, seul un ménage sur 10 possède ce joyau rare. 15 ans plus tard, il est dans 70% des foyers. Élément de luxe hier, devenu indispensable aujourd'hui. C'est la nuit, écrivait Rostand, qu'il est bon de croire à la lumière, mais ce n'est pas seulement l'été qu'on peut apprécier le froid, c'est chaque jour. Et ce n'est que le début. Le réfrigérateur est un étendard, un éclaireur. À sa suite, une armée de robots ménagers se tient prête à nous envahir. Hé, tu casses une crotte avec moi? Francis Blanche. Quoi, Pierre Dac. Monsieur voudrait peut-être 2 œufs? Monsieur fait son snob? Parfaitement que j'en voudrais des œufs. Et sur le plat même. Ah, des plutôt sur œufs. un plateau volant, comme aux arts ménagers. Dimanche matin, Madame Dupont s'est levée de bonne heure. Ah bah, avec de Funès. 2 ou 3 trucs intéressants aux arts ménagers. Pour une fois, Anatole, tu feras déjeuner les enfants et tu mettras un peu d'ordre dans la maison. Après tout, c'est bien ton tour. Une cuisine sans femme est une cuisine sans âme. Bon, c'est Louis de Funès qui le dit, et en 1953, alors qu'il est la tête d'affiche du Salon des Arts Ménagers. Le dôme du Grand Palais consacre le rêve de la consommation et se transforme en caverne d'Ali Baba regorgeant de grille-pain, de presse-agrumes. Un frigidaire, un joli scooter, un atomixer et du Dunlopio. Une cuisinière avec un four en verre, des tas de couverts et des pelles à gâteau. Une tourniquette pour faire la vinaigrette. Un bel aérateur pour bouffer les odeurs. Des draps qui chauffent, un pistolet à gaufres, un avion pour 2. Et nous serons heureux. Boris Vian nous le confirme, le bonheur conjugal se trouve dans l'électroménager. La preuve, la cocotte minute Seb est, dès 1954, au sommet du hit parade et y restera longtemps. À 25 minutes de cuisson, vous arrêtez. Qui dit mieux? Un grand nombre d'entrepreneurs suivent l'exemple. C'est à qui gâtera le mieux ces dames, heureuses de chouchouter leur mari. En tête de liste, cet homme, Jean Mantelet, patron de Moulinex.
Magnanime, il a l'idée de nommer ses machines comme ses secrétaires. Voici donc les robots Marie, Suzy, Jeannette. Et voici un homme qui sait parler aux femmes, non? Ah, toujours. Depuis plus de 30 ans. Hein? Ça fait plus de 30 ans que nous travaillons pour la femme exclusivement. Il y a eu Laurel et Hardy, Roger Pierre et Jean-Marc Thibault, Poiret et Serrault. Voici Duralex et Formica, le couple star des cuisines modernes. Duralex, le fameux verre de la cantine qui nous indique notre âge du jour. Duralex ne s'ébrèche pas. Et Formica, la nouvelle matière révolutionnaire, chantée ici dans une parodie d'une chanson de Brassens écrite pour Patachou. Étonnant, non? Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur d'avoir un mari bricoleur. C'est formidable, c'est formidable. Conquis par cette réussite, il décida d'y donner suite et convoqua le menuisier pour transformer tout le mobilier. C'est formidable, c'est formidable. Alors la vie est belle. Pour la ménagère des années 50, si l'on en croit les réclames, la réponse est oui. La vie est belle, et aussi que de temps gagner. Mais plutôt que de lire des livres de recettes, certaines préfèrent Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. C'est une révélation pour des milliers de femmes encouragées, notamment, à sortir de la cuisine et à s'affranchir de leur rôle d'épouse. Les jeunes Françaises dénouent leur tablier et disent adieu aux plats en sauce. Elles ont beaucoup mieux à faire. Elles ont de la chance, elles savent ce qu'elles veulent. Moi, je suis toujours à chercher le menu de ce soir. Je ne suis pas un homme de décision, moi je suis un comédien. Les comédiens, d'habitude, on leur donne leur texte. Au restaurant, en général, j'attends que mon voisin d'en face ait choisi, je dis pareil. Bon, allez, on va commencer par la base. J'aurais un plateau de fromage pour, on va être 5. Vous voulez goûter un petit morceau de fromage pour commencer? Ah ben un petit comté, ouais, je veux bien, voilà. avec joie. C'est quoi, 18 mois? Ouais, 18 mois. Ouais. 18 mois, donc été 2018. D'accord. On trinque, non? Bien excellent, ouais. Les 60s sont là et elles font souffler un vent de nouveautés sur tout le pays. Même Yvonne de Gaulle se laisse séduire par la modernité. La première dame de France avoue acheter en douce des boîtes de petits pois pour son mari. Oui, information, le libérateur de la France aimait les petits pois. Ça vous embouche un coin, non? C'est pas du diabète le général, je sais pas. De Gaulle simplifie les grands repas de l'Élysée et change notre monnaie. Allez, du ballet, la 4e République. Le bal des 30 Glorieuses peut enfin commencer. On peut manger des barbes à papa, chanter Bipapaloula. Mais c'est toute mon enfance. Armstrong va bientôt marcher sur la Lune. Dutronc veut être une hôtesse de l'air. Jodassin flâne sur les Champs-Élysées. Le moral est au beau fixe, la croissance à son comble. Et les 10 millions d'enfants du baby-boom ont une faim de loup. Chez les enfants, mais pas seulement, la tendance est de manger entre les repas du chocolat, des céréales, des glaces et bien sûr, des bons becs. Des caramels. Vous pourriez Oh, Père Doris. manger. Mais pour cela, voici une recette gourmande que Créma m'a dévoilée pour vous. On a vraiment grandi avec une cuillère en sucre dans la bouche. Les chiffres sont impressionnants. En France, en 1950, on consomme 25 kilos de sucre par an et par personne. À la fin des années 60, on atteint 40 kilos. Ça fait plus de 100 grammes par jour. Est-ce que tu manges le matin avant de partir à l'école? Oui. Qu'est-ce que tu manges? Du bonbon. À la sortie de l'école, on fonce chez le boulanger ou au kiosque à journaux acheter des bonbons à la pièce. Malabar, boule coco, berlingot, des bons becs fabuleux qui nous niquaient les dents. Et des Mistral gagnants. Il y a les flûtes magiques. Oh, la flûte magique, faites voir. Les flûtes magiques. Ça vaut combien la flûte magique? 30 centimes. 30 centimes. Voilà, vous mangez le réglisse et après vous faites le chant du rossignol. On peut faire le chant du rossignol une fois qu'on a mangé le réglisse. Oui, oui. Ça c'est.
C'est merveilleux ça. Les enfants sont formidables, n'est-ce pas, Jacques Martin? Et les sucreries en tout genre intéressent au plus haut point le marketing et la publicité. Créma, le meilleur caramel du monde, vous présente le meilleur caramel du monde, Créma. Non, écoutez plutôt. Meilleur caramel du monde, ça se discute peut-être. Il y avait aussi les carambars et leurs fameuses blagues. Je n'ai jamais été ennemi de l'humour. Mais enfant, avec la monnaie du pain, moi j'étais plutôt malabar. Et les grands alors, eux aussi veulent faire partie de la fête. Eux aussi veulent des produits emballés comme des cadeaux. Purée mousseline en sachet, épices séchées en flacon, lait en poudre Régilé. Colorés, variés, les marques deviennent familières et remplacent les produits frais. À partir de 1968, elles commencent aussi à faire leur show à la télé. Et ça donne envie de sauter sur des deux chevaux. Parmi les 5 marques qui prennent la parole à la télévision pour la première fois, 3 sont des marques alimentaires. Virlux, Régilé et mon chouchou, Boursin, le tout premier spot de l'histoire à faire retentir son clairon. Attention, je vous préviens, il y a beaucoup de textes. Comment il s'appelle? Du Boursin, du Boursin, du Boursin. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Du Boursin, du Boursin, du Ah oui, Boursin. Jacques Duby. Du Boursin. Saveur d'une pointe d'ail, herbe du jardin, véritable ail et fines herbes. L'effet sur les ventes est immédiat. Désormais, toutes les marques veulent leur pub à la télé. Tant qu'à faire avec une chanson, certaines deviendront des standards. Je fais de la purée mousseline, je suis sûre que tout le monde en reprend. Purée mousseline, on en reprend. En 1963, Claude François se demande ce qu'il ferait s'il avait un marteau. Et une foule de Français assiste à l'ouverture du plus grand magasin de l'histoire en région parisienne. Carrefour, le premier hypermarché. Comme un supermarché, mais moins cher et plus grand. On y vend même des marteaux. Oui. Bon, pour les marteaux, je suis pas sûr. Mais en tout cas, on y trouve... Ça a l'air bon. Les surgelés. Oui, je vois pas qui c'est. Ah si, peut-être... Non. Non, je vois pas. Réjouissante pour certains, cette invention ne fait pas l'unanimité au départ et met un peu de temps à s'installer. Les surgelés, c'est un nouvel art de vivre. C'est la table de demain, affirment les maîtresses de maison à la page. Qu'est-ce que c'est qu'un produit surgelé? On mange jamais de surgelés. Vous savez ce que c'est que des surgelés? Oui. C'est ce qu'on a dans les machins, là, les trucs, oui, je sais. Est-ce que vous utilisez les surgelés, les choses comme ça? Non, pas encore, parce que je ne suis pas encore mariée. Ça me simplifie mon travail de maîtresse de maison et de mère de famille, et que c'est bon, c'est excellent. D'autres luttent pour la survie des produits frais, en particulier dans les cuisines des restaurants où les surgelés ont déjà fait leur entrée. Est-ce que vous utilisez des produits surgelés dans votre cuisine? Jamais, madame. Et pourquoi? Et pour la bonne raison, c'est que je suis un des derniers serviteurs de la véritable cuisine française. Et il y en a que très très peu, croyez-moi. À l'heure actuelle, l'art de la gastronomie, c'est de servir quotidiennement des choses fraîches et simples à tous ceux qui viennent s'asseoir à votre table. Je dis à votre table, parce que le restaurant est une salle à manger où on reçoit des amis. Des amis qui commencent à être un peu serrés autour de la table. 50 millions d'habitants, de plus en plus gourmands et impatients. À la campagne, pour répondre aux défis de rendement, l'agriculture devient productiviste et développe de nouvelles machines. Avec la PAC, politique agricole commune, certains paysans modernisent leur exploitation et les transforment en entreprises. Comme ce producteur de lait qui nous parle du rotolactor. Oui, le rotolactor. On avait conditionné les hommes travaillant avec nous. On leur avait dit qu'il y en aurait au moins pour 3 heures de traite pour 47 vaches. Or, il se trouve que nous avons mis à peine 3 quarts d'heure. Inutile de vous dire la joie ressentie autour de ce rotolactor, les casquettes volaient en l'air, ça a été des grands hurrahs. Au fond, est-ce que vous vous sentez plus agriculteur ou plus industriel? Ah. Facile à sélectionner, à reproduire, à loger, à soigner. Le poulet se fabrique aujourd'hui à peu près comme une boîte de détergent. Je vends
une marque, donc une garantie que, comme industriel, je ne peux donner qu'après avoir accompli un certain nombre d'efforts. Et je crois qu'il n'y a pas de comparaison entre la qualité standard régulière que nous donnons à nos consommateurs et ce que peut prétendre fournir un producteur fermier traditionnel. Pour la majorité des agriculteurs, ce n'est pas le même son de cloche. Face à l'industrialisation, les petits producteurs ne font pas le poids. Alors ils désertent leurs fermes, non plus que leur chemise verte pour manifester et leurs yeux pour pleurer. L'exode rural, qu'on appellera aussi la fin des paysans, sera massif. Face à cette crise, le ministre du Commerce intérieur, Joseph Fontanet, réagit avec la fameuse opération « Suivez le bœuf ». Les moqueurs remarqueront que l'opération est lancée un vendredi, jour du poisson. Nous ferons des chansons. Et l'État qui prend des mesures fait monter un peu plus chaque mois de la vache à 100 francs. On en mangeait autant qu'on en voulait, plus qu'il ne fallait à midi au dîner, dans le café au lait de la vache à 500 francs. C'est déjà plus gênant. Moi, j'en mange en moyenne 10 kilos par semaine. Pour avoir mon content, je privais les enfants de la vache à 1000 francs. De la vache à 1000 francs. Il vaut mieux carrément se gaver d'ortolans et s'offrir des homards, tartines de caviar de la vache à 2000 francs. Ce sera pour le jour de l'an. On la mangera truffée sur un grand canapé, on gardera le foie gras pour les autres jours du mois de la vache à 5000 francs. Il y en a certains ou certaines que tout cela amuse beaucoup moins. Tu veux ou tu veux pas? Nous sommes seulement 15 ans après la guerre, tout le monde ne pense qu'à manger de la viande, et la jeune Brigitte Bardot, 28 ans, se lance à contre-courant dans l'émission la plus regardée en France. Les méthodes d'abattage d'animaux n'ont pas changé depuis le Moyen-Âge. Exactement, qu'est-ce qui se passe comme au Moyen-Âge, Brigitte? Les animaux sont égorgés. On leur coupe la gorge et le sang s'écoule, entraînant la mort. Ça dure quelquefois 3, 4 ou 5 minutes. Et pendant ces 3, 4 ou 5 minutes, la bête est vivante et souffre. Comment faire entendre à une France qui perd son goût en maltraitant sa faune comme sa flore que le pays a une histoire, que derrière les grandes marques tentent de survivre de petits terroirs. En ville, on s'inquiète surtout de gagner du temps. Pas vrai, monsieur El-Kabash? Le cordon bleu d'autrefois n'a plus beaucoup de temps. Il travaille, rentre tard et ne consacre pas forcément ses heures de liberté à la cuisine. De mère en fille, les traditions se perdent. Bien que le goût du plat mijoté, bien mitonné, reste français, les femmes sauront-elles encore préparer cette bonne cuisine qui rendait heureux leurs invités dès la porte franchie? Les selles qui faisaient Florès en robe de Dior et sacs d'Hermès, rangés dans le musée Grévin du ciné-club ou de Sam Lévin, regrettent autant joli du poivre et sel et du bigoudi de ne pas avoir appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débinent. Vous savez faire un pigeonneau en papillote? Oui. Un soufflet de jambon? Oui. Un roux? Oui. Une génoise? Oui. Une croustade de pommes de terre? Oui. Est-ce que vous savez faire les mêmes plats que votre mère? Oh oui, mais ça me dit rien du tout. J'aime pas tellement faire la cuisine. Vous voyez, ce soir, c'est du jambon, des pâtes, de la salade. Sinon, il y a des côtes sauce. On arrive quand même à faire des lentilles. Mais le dimanche, on les gratte un peu plus. On fait la choucroute. Celles-là auront appris la cuisine qui retient les petits maris qui se débinent. Dans les fiches cuisine du magazine Elle, on peut lire les conseils de la chef star, étrangement prénommée Mappy, une sorte de GPS culinaire, mais à l'époque de la yaourtière. Mappy invente les fiches, et ça devient la grande mode. On en trouve à la fin de plein de magazines, et pas seulement en cuisine. Vous vous souvenez des fiches de Monsieur Cinéma, Pierre Tchernia? Mais moi, je suis sans Mappy. Je dois me débrouiller sans fiche pour trouver mon menu. Tiens, si la solution, c'était... Mais bien sûr, la blanquette de veau! Bonjour, messieurs. Je voudrais une blanquette pour 5 personnes, s'il vous plaît.
2 baguettes, s'il vous plaît, madame. Dans les années 50, ma grand-mère, elle en préparait, elle aussi. Ça lui prenait 3 heures, sans compter les courses. Et dans les années 60, c'est 25 minutes, montre en main. Et les restes, on les met dans un tupperware qu'on range dans le frigo, naturellement. Deuxième plateau, si les Géminis vous paraissent légèrement encombrants, c'est le buffet froid. Le buffet froid, je crois que beaucoup de personnes... Des réunions sont organisées chez les maîtresses de maison par les présentatrices qui effectuent ainsi la démonstration et la vente. Ah, les réunions tupperware, comme disait Tata Gisèle. Ça me fait presque comme un nouveau métier. Tiens, tu prends une boîte, comme ça tu pourras remporter une part de gâteau pour chez toi. Mais tu garderas le tupperware, c'est pratique pour tes pique-niques. Vacances, le voici arrivé, le moment tant attendu. On va partir, on est parti. Sur la route des vacances, on peut désormais s'arrêter manger dans les premiers restaurants d'autoroute fondés par Jacques Borel, cet industriel qui avait déjà créé Wimpy, première chaîne de fast-food, et les tickets restaurants. Les congés payés, les voyages plus faciles, tout concourt à nous faire découvrir le monde. Et qui dit tourisme, dit aussi curiosité gastronomique. Monsieur, pourquoi allez-vous en vacances en Espagne? Pour être tranquille d'abord, pour payer moins cher ensuite. Nous arrivons à trouver des petits restaurants à 1000 francs français par jour. 1057 francs français par jour. Mais c'est moins bon qu'en France quand même, non? Comment? Non. C'est réellement aussi bon. Attendez. Oui, ça suffit, assez. Oui, merci. Parfois, le choc culturel est violent. Heureusement, tout s'apprend. Même la dégustation de cet aliment étrange, le spaghetti. Alors, vous regardez comment on mange des pâtes. Vous la tenez bien comme ça, bien verticale. Et alors, Et je chantonne. La nouveauté vient surtout des vagues d'immigration et de la décolonisation. En 1962, circule à Marseille le premier camion à pizza. Dans la foulée, les pizzerias ouvrent à tour de bras dans tout le pays. Et même chez moi, à Flers, dans l'Orne. Puis c'est au tour des réfugiés espagnols et portugais de rapporter leur spécialité. Et là aussi, je chantonne. Au même moment, 1 million de pieds noirs, revenus d'Algérie, font découvrir le couscous, qui devient, en un rien de temps, juste après la blanquette de veau, on en parlait, le deuxième plat préféré des Français. Voici le travail terminé. Le meilleur moment est arrivé, celui de la dégustation. Dans une assiette chaude, on verse successivement la semoule, puis les légumes et enfin la viande. Le tout arrosé d'un petit arbois rosé, essayer, c'est l'adopter. Chez les voisins, le barbecue n'a pas encore découvert les merguez, mais ça ne saurait tarder. À Paris, en 68, la ville se mélange, se parfume et se transforme aussi vite que les habitudes. Je peux savoir ce que vous êtes en train de manger, là, monsieur? Je mange un potage pékinois. C'est un potage aux nouilles chinoises, avec du jambon de Paris et des champignons aussi de Paris, mais ça n'empêche pas que c'est un potage quand même chinois et que j'apprécie beaucoup. Franco-chinois, hein? C'est exact. Entre deux manifestations et un potage pékinois au jambon de Paris, les étudiants refont le monde dans les cafés du quartier latin ou dans les nouveaux restaurants universitaires. En 68, après la contestation printanière, disparaissent les émissions culinaires à la télé, jugées conservatrices et machistes. Moi, en 68, je suis en CM1 à Saint-Georges-des-Groseilliers. C'est loin de la rue Soufflot, mais je médite déjà sur ce monde qui change à toute allure. Je n'ai pas encore lu tout Guy Debord, toujours pas d'ailleurs, mais je perçois les choses. Cette décennie nous a libérés, mais un peu assommés aussi. Avec Alain Souchon, on ne va pas tarder à chanter « On est foutu, on mange trop ».
Et un célèbre film va dénoncer cela avec force et fracas. Le Festival de Cannes, c'est un film qui ne laissera personne indifférent, paraît-il, qui est présenté ce soir au Bernard festival. Volcker. Voici quelques-uns des qualificatifs que j'ai relevés dans une seule dépêche à propos du film La Grande Bouffe de Marco Ferreri, présenté par la France. Ubuesque, rabelaisien, nihiliste, scatologique, pornographique, trivial, insoutenable, cruel. Ça devrait être un gros succès commercial. Un scandale! Pas contente, la dame. Cette violente satire du consumérisme bourgeois défraie la chronique. On refuse de voir ces 2h15 d'orgie alimentaire et sexuelle tournant au suicide collectif. Il faut dire que l'inquiétude monte tous azimuts, comme si on pressentait les crises à venir. La société, c'est une société où un petit groupe de gens, ils bouffent beaucoup et où les 90% ils bouffent rien. Alors j'ai fait des cinémas pour les gens qui bouffent. J'ai pas dit ça! Ça l'a dit un monsieur qui l'a mettu dans la page. Je veux que les gens qui bouffent beaucoup se regardent dans ce film comme un miroir. On va se bouffer tellement que le 4 on va mourir. Pas tout en bouffant, mais en conséquence de la bouffe. Oui, bah on en crève tous un peu de la bouffe. Hein. Dans le monde, il y a ceux qui crèvent de ne pas avoir de bouffe et les autres qui crèvent d'avoir trop de bouffe. Car tandis que Piccoli et ses acolytes, ses piccolites pourrait-on dire, dénoncent la société qui crève de trop bouffer, certains s'inquiètent d'une société qui crève de mal bouffer. Le magazine 50 millions de consommateurs est fondé sous la tutelle de l'Institut de la consommation, nouvellement créé. Vous savez qu'on vous parle très souvent du rôle et de l'utilité des consommateurs regroupés en association. Quand on est tout seul, on ne peut rien faire. L'Union fédérale des consommateurs lance l'affaire des colorants, retentissant scandale alimentaire. Et à chaque fois que la France a peur, on écoute Roger Giquel. Les colorants hors la loi à partir du 1er octobre, en tout cas pour 9 d'entre eux, considérés comme les plus douteux. Un consommateur qui absorbe par exemple une petite quantité de colorant pendant un an et 2 ans peut n'avoir aucun effet nocif, mais il faut prévoir que ces petites doses longtemps répétées et répétées jour après jour pendant toute une vie peuvent parfois comporter des risques extrêmement insidieux. Je trouve que tout ça est très exagéré. Je me demande si vous n'avez pas un petit peu inconsciemment l'intention de paniquer le consommateur. La polémique prend de l'ampleur, même les enfants donnent leur avis. Vous achèteriez un sirop qui est par exemple du sirop d'orange et qui est très pâle. Anne, tu en achèterais? Non, parce que ça veut dire que si c'est pâle, il y a moins de colorant, tandis que si c'est très coloré, et ça veut dire qu'il y a beaucoup de colorant. Moi je trouve que c'est nécessaire les colorants dans les bonbons parce que on voit quelle parfum ils ont. Thierry. Moi je trouve que c'est pas nécessaire parce que bien souvent sur le papier c'est marqué oui, cerise ou cerise c'est marqué dessus alors. T'as qu'à lire sur le papier. T'as qu'à lire sur le papier. La vérité sort de la bouche des crâneurs. En France et en Europe, des organismes juridiques sont créés. Des étiquettes nutritionnelles apparaissent sur les emballages. La technique UHT se diffuse et le label rouge qui protégeait déjà la viande s'étend aux volailles et développe sa notoriété. Alors, quand on le mange, il a le bon goût du poulet élevé en liberté. Seulement voilà, il faut l'attraper l'animal. Garanti par le label rouge, le poulet des Landes, c'est du poulet comme avant. Est-ce une réaction à cette méfiance généralisée? Les nouveaux canons de beauté sont minces, très minces, maigres même. David Bowie, Jane Birkin. La mode est à la brindille. Alors dans les foyers français, c'est régime pour tout le monde. Les régimes pour maigrir prennent une place de plus en plus importante dans la vie des Français. Journaux, revues, médecins, tout le monde donne des recettes miracles. Et dans la rue, chaque Français a un truc pour garder la ligne. Alors qu'est-ce que vous faites comme régime? J'ai fait attention à ce que... J'ai fait attention à manger... Je fais, disons, attention à ce que je mange, quoi. Oh, pour moi, ce sera une carotte râpée,
Une grillade sans sel. Le cassoulet est bien. Non, 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 je vous remercie, je suis au régime. Oh, le régime, faites une exception pour une fois, alors. Mais le cassoulet est très très bien. Je veux une carotte râpée. On ne veut plus du gros. C'est encore plus vrai pour les femmes, peut-être. Alors c'est surtout pour les femmes. Se sentant très inconsciemment, absolument contestée dans sa signification même de femme, ne sachant plus ce qu'elle doit être, elle veut ressembler à ce qu'il est de bon ton d'être. Monsieur, comment préférez-vous les femmes? Un peu rondes ou minces? Mince. Minces. Et pour ce faire, si elles prennent 2 ou 3 kilos, est-ce que vous êtes partisan d'un régime? Oui, d'un régime. Ah! Et vous allez supporter éventuellement que votre femme ne fasse plus la cuisine parce qu'elle ne mangera que des grillades? Ah non, je préfère qu'elle fasse la cuisine. Ah bon, c'est-à-dire qu'elle fera la cuisine pour vous avec les plats en sauce et elle ne mangera qu'un œuf dur. Ouais, voilà. En hiver, on peut être comme ça, c'est pas grave. Non. Au printemps, avec le soleil, les vêtements légers, il faut mieux être comme ça. Ben oui, c'est ça. Il faut être mince. Voilà. Être mince, on n'a plus que ce mot à la bouche. En France, comme dans le reste du monde, les nouveaux régimes se multiplient comme des biscottes sans sel. On a le choix entre le régime Weight Watchers, célèbre programme de discussion nutritionnelle né à New York. Ah, ça veut dire que vous avez perdu plus de 10 kilos. Le régime Dukan, à base de protéines, le régime Atkins, sans glucides, le régime Hollywood, qui mise sur le pamplemousse. Même Jackie Sardou, pas franchement une brindille, accepte de s'y mettre, avec une petite pique politique au passage. On va passer à celui d'à côté, qui est le régime maillot. Alors là, il n'y a plus rien. Là, il y a 2 œufs. Là, il reste... Plus on va à gauche, moins il y a à bouffer. C'est la misère, dis donc, là. Dans les supermarchés, on voit apparaître les premiers rayons 0% remplis de produits allégés. Il s'agit surtout de boissons, mais aussi de yaourts et de fromages frais aux fruits. Répondant à la demande sans cesse croissante de ceux qui veulent consommer léger, ils commencent à s'implanter sérieusement, surtout en grande surface. Delphine Gervais, pour rester mince sans vous priver. Autant vous le dire tout de suite, notre film va vous couper l'appétit. 200 substances ont obtenu l'autorisation d'être mêlées à nos aliments. Soit pour les colorer, soit pour les conserver, soit même pour améliorer leur goût. Que mangerez-vous à midi, hein? Pâté au lapin. Avec un colorant, un stabilisant, un émulsifiant, un conservateur. Ça vous fait peur actuellement, la nourriture que l'on donne? Ah oui, beaucoup. Oui. Ah oui, la nourriture est tellement frelatée, tellement chimiquée. Il faut quand même admettre que depuis, disons, 1 an, en tout cas plusieurs mois, les gens sont maintenant stressés, ils ont peur quand ils mangent. Tout cela ne suffit pas pour rassurer les Français qui n'ont plus confiance et cherchent des alternatives pour mieux consommer. Ils découvrent alors les magasins dits diététiques et une nouvelle technique de production qui fait une apparition remarquée, le bio. Comment est-ce que vous appelez les produits que vous vendez ici? Des produits naturels, C'est-à-dire? c'est-à-dire sans colorants, sans produits chimiques, sans conservateurs. Et vous achetez quoi Eh spécialement? bien, du pain, des gâteaux. Oh, j'achète des œufs, des yaourts, du beurre, du fromage, de l'hydromel, que mon mari aime beaucoup. Et vous avez l'impression que l'alimentation habituelle des gens maintenant est très mauvaise. Elle est infâme. Elle est infâme. Pourtant, on a l'impression généralement que ces aliments dits naturels n'ont pas le même aspect, la même Mais heureusement, physionomie que les monsieur, autres. heureusement. Ça Ils sont plus laids. Mais exactement, c'est nécessaire. Il faut Ils sont vraiment pas- avoir envie de Mais les oui, acheter pour oui, les oui. acheter. Et il faut avoir envie de les goûter, après c'est gagné. Le vert est la couleur à la mode. Tout le monde s'y met, y compris la télé. La vie en vert est allée rendre visite au jardinier amateur le plus célèbre de France, Louis de Funès. Louis de Funès qui nous a reçus dans son potager. Vous avouerez qu'on mange un petit peu n'importe quoi à Ah, pas du tout. Moi, enfin, comme beaucoup de Français, parce que maintenant ça se généralise de plus en plus, je cultive depuis déjà, je suis en 2e année, je cultive tout mon potager, tout mon jardin, mon verger en culture biologique. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun engrais chimique, aucun herbicide et aucun insecticide. Voilà. Bonne salade. Allez,
am Mr. Young. Louis de Funès est désormais bien loin du salon des arts ménagers. Aux côtés de Coluche, il jette de l'huile sur le feu avec un film prophétique au succès immédiat, L'aile ou la cuisse. Le sujet, c'est la gastronomie. Vous êtes le président d'un guide célèbre. Le guide comment? Le guide du chemin. Oui, très bien. Il n'y a aucune allusion à quoi que ce soit. Aucune. Et vous luttez contre un monsieur qui fait de la restauration d'autoroute. Qui s'appelle Tricatel. Oui. Il n'y a aucune allusion. Aucune allusion qui Rien compte. du tout. Tricatel. Contre la cuisine d'autoroute de Tricatel, alias Jacques Borel, des voix vont s'élever. Et en premier lieu dans le monde de la gastronomie. Et en famille, on ne s'y trompe pas, on sent venir sous nos doigts l'inspiration des grands chefs. De Funès, comme tous les grands, avait un sens exceptionnel du tempo. En cuisine aussi, c'est essentiel. Admirer la souplesse du poignet, la précision du tranchant, la découpe impeccable du veau. Je mériterais 3 étoiles dans le guide du chemin, non? Je sais pas, peut-être, oui, ça fait effectivement, c'est pas faux, sans doute. En cuisine, les chefs ont flairé le tournant de l'histoire. Et Bernard Pivot ne s'y trompe pas. Bonsoir à tous. Il y a eu la nouvelle vague, le nouveau roman, le cinéma nouveau. Il y a maintenant le nouveau contrat social, la nouvelle gauche, la nouvelle action française. Il y a aussi le nouvel observateur, le nouvel économiste, le nouveau Créteil, etc. On dit même que depuis la fin de l'ERTF, il y a la nouvelle télévision. Et puis voici la nouvelle cuisine française. À l'origine de cette révolution, Henri Gault et Christian Millot, qu'on appelle déjà Gault et Millot, en un seul mot, comme leur guide. En présence d'un certain Paul Bocuse, qui leur fait découvrir la cuisson al dente des haricots, ce tandem devenu rapidement célèbre, tout autant que Stone et Chardin, édicte les principes de la nouvelle cuisine. La nouvelle cuisine, c'est une cuisine qui est généralement faite avec des produits moins cuits, des produits qui sont plus distincts les uns des autres, comme je disais tout à l'heure, où les goûts sont nets, où les sauces sont aussi légères. C'est une cuisine qui est inventive. On peut toujours dire que tout a été inventé, ça n'est pas vrai. Une révolution qui n'est pas flagrante pour tout le monde. Maintenant, quand on me parle de sauce légère, ça a toujours existé. Quand on me parle de légumes peu cuits, toujours existé. Nous ne vivons plus en 1976 comme nos grands-parents avant la guerre, ça n'est pas vrai. Ce que nous reprochons à ce style de cuisine emphatique, un peu comme à cette peinture charmante, c'est de trop en faire, de trop en mettre. Trop de beurre, trop de crème. Alors Courtine, votre avis là-dessus? Pour moi, c'est un gadget de publicité, c'est tout. Vous comprenez, là, il y a deux choses, il y a deux cuisines, la bonne et la mauvaise. Paul Bocuse, vous placez sous la serviette de la nouvelle cuisine française? Moi, je pense que la nouvelle cuisine française, aujourd'hui, c'est une chose, un état d'esprit. Maintenant, la cuisine, elle appartient au cuisinier. Un cuisinier, avant, était un domestique. Et aujourd'hui, nous sommes les patrons, nous sommes les relations publiques, nous allons dans la salle. Et donc, en faisant notre cuisine, on la fait comme on la pense, on n'est plus dirigé par quelqu'un, et on fait donc cette nouvelle cuisine d'aujourd'hui. Voilà vos coquets Saint-Jacques. Oh, c'est joli, c'est très joli ça, monsieur Saint-Dras. Quelle couleur! Et quelle odeur! Les chefs ne se contentent plus d'interpréter les partitions classiques de leurs ancêtres, ils créent, sortent de l'anonymat et passent du côté de la lumière. En 1976, les frères Trois-Gros, qui en fait ne sont que deux, signent le retour de la cuisine à la télévision après 8 ans d'absence, Marc Mercadier, avec l'émission La Grande Cocotte. À leur côté, on trouve d'autres futurs grands noms comme Alain Sandrins, Alain Chapelle et un petit nouveau qui fait une entrée fracassante sur la scène culinaire, le chantre de la cuisine minceur. Envoyez les violons. Michel? Il s'appelle Michel Guérard. Et il est devenu, en très peu de temps, une vraie star du petit écran. Et Michel Guérard, qui est là avec 2 livres, alors la cuisine minceur et la cuisine gourmande, c'est pas contradictoire? Absolument pas, non. C'est toujours de la cuisine. Bonjour Michel. Bonjour Anne-Marie. Je suis contente, nous allons faire du poisson aujourd'hui. Je commence à manquer d'idées un petit peu. Alors, nous allons mettre également du beurre là-dessus pour nourrir le poisson pendant la cuisson. Mais enfin, c'est léger. On sent sait pas très léger, vous allez voir. Comment vous disiez? Légèreté, simplicité, audace. La nouvelle cuisine fait éclater les dogmes et ouvre un nouveau champ de créativité. Anne-Marie Pesson est contente. Ah oui. Hein? Ah bien. Extrêmement simple, Bien. extrêmement
Eh léger, bien, et je puis... crois que nous allons bien nous en souvenir de celui-là. À l'Élysée, le président Valéry Giscard d'Estaing se glisse avec agilité dans les atours de cette nouvelle cuisine. Il dit au revoir. Au plat en sauce de l'Élysée, découvre le saumon à l'oseille des frères Trois Gros. Française où on prête beaucoup aux D'ailleurs, pâtes. ça lui a plu beaucoup, je crois, au président. Ah bah oui, Il clame partout sa passion pour la fameuse soupe aux truffes VGE, signée Paul Bocuse, qu'il décore de la Légion d'honneur. Bocuse, pas la soupe. Plus que jamais, la cuisine devient aussi affaire de communication. Elle fait son entrée dans les pages sérieuses de la presse et le président décide de s'inviter à dîner chez les Français pour partager leur table puisqu'il veut, comme il dit, les regarder dans les yeux. Et quand votre mari vous a dit le président de la République va venir dîner à la maison, quelle a été votre première réaction? Vous n'avez pas eu une réaction de panique? Ah oui, j'ai paniqué beaucoup, beaucoup. Ce qui vient à l'esprit tout de suite, c'est l'organisation avec le menu et... Alors, quel était le menu? Ah, le menu. Il y avait un bar avec une sauce mousseline, une côte de bœuf avec une garniture de tomates, cresson naturellement, et une jardinière de légumes. Vous l'appeliez Monsieur le Président ou Monsieur simplement? Monsieur le Président, parfois Monsieur. C'est très long de dire Monsieur le Président. Tu sais que la concierge ne veut plus monter le courrier? Dans la vraie vie, la cuisine light, façon Giscard ou Guérard, n'est pas encore à l'honneur. Ah oui, mais c'est comme le son-riz. Ça n'a ni queue ni tête, mais c'est tellement bon. Les foyers français fortement touchés par les chocs économiques n'ont pas accès à ces extases gustatives. C'est de la blanquette, ça, hein? Hein? C'est la première fois que t'en fais, non? Non, on trouve plutôt des maquereaux sans queue ni tête, mais en boîte ou du riz lustu cru incollable. Très bon. Si un jour tu refais de la blanquette, remarque que t'es pas obligé, le riz, tu le fais pareil. Et le plaisir dans tout ça. On ne nous avait pas dit que les années 70 y seraient consacrées. Mais entre la diète pour les uns et la hausse des prix pour les autres, les années 70 sont vite oubliées pour la majorité des Français. Comment chérir la joie de vivre et la liberté en surveillant les matières grasses et l'origine contrôlée? La nouvelle cuisine essaie de s'y atteler, mais pour la plupart des gens, on attend une lueur d'espoir. Coulommiers, Époisses, Bleu d'Auvergne, Beaufort, Livarot, Reblochon, Abondance, Mont d'Or, Crottin de Chavignol, Chabichou du Poitou, Pyrénées de Brebis, Vacherin du Haut-Doubs, Camembert, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Sous-Maintrin, Roux de Brie, Tête de Moine, Mimolette, Boursin, avec 60% de matière grasse. Pardon. 3, 2, 1. François Mitterrand est élu président de la République. En 1981, un événement considérable secoue la France. Je suis étudiant en lettres à Caen et je viens de réaliser mon premier riz au lait. La France ne sera plus jamais la même. Accessoirement, la gauche accède au pouvoir pour la première fois dans la Ve République. François Mitterrand fête l'événement autour de charcuterie, de pâtés forestiers, de foie gras. On n'est pas aux Fouquet's, mais au Vieux Morvan, à Château-Chinon. L'histoire ne dit pas s'il y avait du riz au lait ou pas. La phrase consacrée à l'époque est qu'avec Mitterrand, les travailleurs et les ouvriers entrent à l'Élysée. On aurait dû rajouter la cuisine du terroir. Dans les cuisines du président, c'est Danielle Mazet-Delpeux, paysanne d'origine périgourdine, qui prend le pouvoir. À la télévision, Michel Oliver, le fils de Raymond, reprend le flambeau de son père en compagnie de Christian Morin et d'un pull littéralement imbattable. Bonjour, vous le savez, tous les mois, toutes les 4 semaines exactement, avec Christian Morin,
nous vous présentons une nouvelle émission qui est destinée aux jeunes. Oui. Moi, au soir du 10 mai 1981, j'étais enthousiaste. Mon oncle Marcel m'avait dit « C'est pas sûr, faut attendre demain vraiment les résultats ». Il n'y avait pas tort, les lendemains déchantent, une partie de la gauche devient caviar, tandis que l'inflation s'installe vertigineuse. Au cinéma, cette crise inspire. Déjà, le Père Noël était une ordure. Josette, SDF, mangeait des huîtres chez Thérèse dans les beaux quartiers. Les doubichouks avaient un goût amer. Dans La vie est un long fleuve tranquille, les Lequesnois soupent en silence à côté de la famille Groseille. Les inégalités se creusent. Nous avons rencontré des gérants de cantine qui augmentent les doses le jeudi et le lundi parce que les enfants ne sont pas assez nourris pendant les jours de congé. On entend aussi les mots aide, protection et revenu minimum. Et des initiatives solidaires sont lancées. La seule chose que je peux vous dire, monsieur Mitterrand, j'en profite de vous avoir parce que je suis fier d'être là. Daniel Balavoine, connu pour ses revendications politiques et ses coups de gueule médiatiques, est le premier en 1983 à avoir interpellé les patrons de grandes surfaces et le gouvernement pour créer une banque alimentaire. Lettre morte. Les politiques font la sourde oreille. 2 ans plus tard, un autre chanteur engagé retente le coup sans trop y croire. Jean-Louis Chotard et Gérard Grandjean, sur la musique de Pierre Bénichou et Marie Gros-Pierre, Misère. Et vous voulez créer un restaurant? C'est un local dans lequel on va travailler à la nourriture et on la distribuera à des gens qui ne font que passer. Du 21 décembre au 21 mars, on espère distribuer 200 000 repas par jour en France. Au total, l'hiver 1985, ce sont 8,5 millions de repas qui seront distribués. Bon, on s'est dit que c'était pas normal que dans un pays de bouffe comme la France, des gens manquent de nourriture, quoi. Merci beaucoup, Coluche. Merci de revoir, votre initiative. Et bravo. Voilà, merci. Vous m'entendez maintenant, ça marche. On pensait que les Restos du Cœur ne dureraient qu'un grand soir. 34 ans plus tard, ils sont encore là et distribuent 130 millions de repas chaque hiver. Quelle misère. La fracture sociale s'installe en France. Qu'à cela ne tienne, l'industrie alimentaire lance les premiers supermarchés. Aide l'épicier, Lidl et Leader Price, le hard discount. Rien à voir avec le journal du hard de Canal+. Non, ces magasins permettent plutôt la démocratisation de certains produits de luxe. Au moment des fêtes, ces nouveaux magasins proposent champagne, saumon fumé, foie gras à des prix qu'on n'espérait même pas. Les nouvelles exigences sont claires. Le consommateur veut gagner du temps tout en se régalant. Un défi pour les industriels qui vont toquer à la porte des grands chefs, ces nouvelles stars pour rendre la nouvelle cuisine plus accessible, plus facile à préparer. Et c'est comme un mercato footballistique. Sandrin se joue chez Carrefour, Robuchon intègre Fleury-Michon et Guérard signe plusieurs saisons chez Findus. Je l'ai fait sciemment parce que je pense qu'un cuisinier doit aller au-delà des plats qu'il fait pour une certaine élite. Et chez William Saurin, une choucroute sous vide vous propose de dîner avec Paul Bocuse. J'ai conçu 12 recettes de notre cuisine régionale. Les voilà. Ces recettes, vous les trouverez au rayon frais des meilleurs magasins. Alors, bon appétit à tous. On a un dîner. Bon, pas de panique. Avec moi, le micro-ondes Philips, tout va s'arranger. Pas de temps à perdre, c'est le mot d'ordre de l'époque. Le nouveau maître de maison a une voix virile et rassurante. Et il est doté d'une minuterie, il est ultra moderne. Les micro-ondes sont parmi nous. À la fin des années 80, les boutiques d'électroménager regorgent de fours à micro-ondes. L'engin fait encore un peu peur à certains et coûte très cher, mais il trouve tout de même sa place dans plus de 20% des foyers. Et même l'élite s'y intéresse. Après le couple hypermarché-frigo, célébrons le mariage du micro-ondes et du chef étoilé. Pour la mère de famille, c'est bientôt une nécessité. Pour nourrir sa petite famille, elle passe 20 minutes montre en main par jour pour les 2 repas et 20 minutes par semaine pour faire les courses. Un coup d'œil dans sa cuisine, vous y découvririez beaucoup de conserves, des pâtes, des pizzas surgelées, des saucisses de Strasbourg, des soupes en poudre, du lait UHT. C'était simple, il fallait y penser. Vous trouvez que c'est du temps perdu de faire la cuisine? Faire la cuisine, oui, je trouve que c'est du temps perdu.
Parce qu'on passe 3 heures pour faire un repas qui engloutit en un quart d'heure, même pas avec les enfants, c'est 10 minutes, et puis ils se lèvent de table tout le temps. Je trouve que c'est vraiment du temps perdu. Et je crois, si vous voulez, c'est pour ça que j'ai remercié Christine de bien vouloir nous parler, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent ça, il y a beaucoup de femmes qui font comme ça, mais qui n'osent pas le dire. Parce qu'en France, on n'a pas le droit de dire, quand on est une mère de famille, qu'on n'aime pas faire la cuisine. Un tabou que Simone de Beauvoir continue à combattre. L'autre jour, dans France Soir, eh bien, il y avait une femme qui s'exprimait avec beaucoup de violence en disant « Je rentre pour préparer le déjeuner des enfants, je leur fais cuire leurs légumes, je leur donne ensuite un morceau de viande à manger, après ça ils s'en vont, mon mari rentre après, lui il veut voir la télévision, il faut que je lui apporte sa nourriture sur un plateau, et au milieu de tout ça, moi j'ai juste le temps de manger debout comme ça, ce qui se trouve dans les casseroles. » Oui, ben moi pendant ce temps-là, je balance mon veau, sans précipitation. Faut que ça mijote doucement. Fin des années 80, au contraire, ça s'accélère encore. Au travail, on ne rentre plus déjeuner. Les entreprises s'éloignent du centre-ville. C'est l'avènement de la journée continue et du resto d'entreprise. Et dans l'ensemble, c'est bon? Ben, ça dépend un peu des jours. Casse-croûte sur le pouce, jambon beurre au comptoir, pommes de pain, croissanterie. Les pauses déjeuner, pauses goûter et pauses café donnent le tempo de la journée. Bon, bah, une journée normale, on commence le matin à 9h30 dès que ça ouvre. On vient manger, on vient prendre un petit café avec 2-3 pains au chocolat. Après, après 1h30, on revient encore ici, on boit un soda ou on prend encore des pains au chocolat ou des sandwichs. Tous les jours, c'est exactement le même refrain. Alors après, on revient vers la fermeture. On prend pareil, des pains au chocolat, des croissants, des jus d'orange, des sodas, des... Et le soir, vous dînez? Le soir, oui. Je me récupère parce que j'ai pas mangé le midi. Les Français deviennent experts en grignotage. Les Américains nous ont bien éduqués. On est fin prêt pour accueillir le géant en la matière. C'est un petit pain rond et moelleux, nappé de sauce Big Mac, surmonté de laitue fraîche, de fromage fondant, et couronné de viande grillée, pur bœuf, et de petits oignons. Est-ce que vous savez ce que c'est un fast-food? Un fast? Un fast-food. Je connais pas, c'est de l'anglais ça? Un endroit où on sert des espèces de brioches avec dedans du steak haché. Une mode, le burger? La brioche au steak haché n'a pas d'avenir au pays du bien manger? C'est ce qu'on croit à l'époque. 45 ans après l'ouverture du premier McDo de Créteil en 1972, le Français deviendra le 2e plus grand consommateur de fast-food au monde après les États-Unis. La France, l'autre pays du hamburger. Je vais manger le lundi, le mardi, le mercredi et le vendredi. Ça m'amuse, mon fils me fait goûter le Big Mac aujourd'hui. J'ai déjà attendu très longtemps avant d'avoir mon plat, enfin, si on appelle ça un plat. Alors on attend des heures en faisant la queue. La fabrication de la frite, il n'y a plus d'huile, il faut en remettre, il n'y a plus de frites, il faut en refaire. Bon, c'est lent d'accord, mais un si petit prix. Les prix même, ils sont très chers par rapport à ce qu'on mange. Ah oui, 40 francs, c'est un peu cher. Mais pour 40 francs, on mange pas mal tout de même. Non. Si c'est trop bon, ça sort de sa catégorie, qui est d'être quand même, c'est ce qu'on avait. Vous savez, les Américains ont un mot pour ça. Ils disent c'est de la junk food. C'est-à-dire, en fait, junk food, c'est de la bouffe de merde, il faut bien le dire. Mais c'est ça qui est génial. C'est vrai, lent, cher, mauvais, pas encore gastronomique et tant de succès. Chapeau. Qu'est-ce qu'on cherche au fast-food? Pour nous, les jeunes, ça a représenté quelque chose de nouveau. Et bon, c'est un lieu de rencontre. Et finalement, on mange un hamburger, on en mange 2, on en mange 3. Est-ce que ce n'est pas le lieu de l'affranchissement des contraintes en général? Toutes les contraintes, d'accord, mais la santé. Dans les années 90, les chaînes de fast-food deviennent la cible préférée des diététiciens. Pourtant, en France, on avait été parmi les premiers prévenus. Cet homme est dans un fast-food. Christophe Salingro. Pourquoi? Parce que s'il s'assoit, ce sont ses genoux qui mangent à sa place. C'est intelligent. Alors il mange debout. Ben évidemment. Et debout? T'en prends 100 balles. Debout, il donne à manger à ses pieds. Et vous trouvez ça drôle? Oui. C'est un cri d'alarme que vous lancez. Oh, il ne faut pas aller jusque-là. C'est pas un cri d'alarme. Disons que maintenant, c'est une note, disons, un peu plus grave, mais qui intègre tout ce qui a été dit là. En 1979, un scientifique français, Joël de Ronet, prononce le mot malbouffe. Ce que nous mangeons est à la fois trop copieux, trop carné, trop gras,
trop sucré, trop salé, trop raffiné, trop arrosé. C'est que je suis toujours très surpris de voir des hommes en particulier qui entretiennent le moteur de leur voiture, qui règlent leur carburateur pour économiser de l'essence, qui mettent des trucs anti-rouille en pensant que leur voiture ira plus loin, qu'elle leur coûtera moins cher, et qui ne font aucune attention à leur propre machinerie biologique. 10 ans plus tard, toujours chez Pivot, un autre ennemi de la malbouffe voit encore plus rouge. Il s'appelle Jean-Pierre Coff et il nous le dit franchement, ce qu'on mange, c'est de la merde. Regardez, vous trouvez que c'est joli ce truc-là? Ben voilà le travail, c'est ce qu'on trouve maintenant. Alors c'est pour ça que je me bagarre. Là, vous vous insurgez contre les industriels qui veulent absolument produire des cerises sans queue. Ben, c'est effectivement... Alors que c'est comme ça qu'on voit leur fraîcheur. Bien sûr, la queue doit être raide, ferme, verte, brillante. Je vois pas ce qui peut faire rire. Sacré Jean-Pierre, sur d'autres chaînes plus prudes, on reste optimiste en valorisant notre patrimoine gastronomique. La truculente Maïté, cuisinière star de l'époque, nous apprend à déguster les ortolans de sa région. Le moment solennel... Plus prude, pas sûr finalement. Je ne veux pas qu'on me voie lui sucer le derrière. Oh Santa Madonna. Jetons un voile pudique sur la première émission culinaire quotidienne et la dernière à ce jour où l'on voit les produits entiers avant transformation. Comme on le dit pour l'humour de Desproges, ah non mais ça aujourd'hui, ça serait plus possible. Eh bien on va commencer par dépecer ce beau sanglier. C'est en général un travail d'homme, hein? Ouais. Elle fait ça comme un jeu. Ça y est. Là. En 1985, l'État avait déjà commencé à réaliser l'ampleur de la malbouffe en créant le label Agriculture biologique. Mais le mal est fait. On trouve des salades en sachet, le poisson est devenu carré, on ne sait plus très bien si la vache a un quelconque rapport avec le steak haché, quel lien mystérieux relie le cordon bleu au poulet et en quel animal sont faites les saucisses. La cigale de la consommation de masse, pour l'instant, chante à tue-tête. Et grâce à Richard Gottener, cela donne quelques chefs-d'œuvre. Et le saviez-vous, avant l'insoutenable légèreté de l'être, Juliette Binoche a vanté l'insoutenable douceur du chamallow. Détendez-vous, relax, prolongez le plaisir. C'est ça? C'est tout? Dans les années 90, nous dormions insouciants, sous notre édredon en chamallow. Quand, patatras, catastrophe sanitaire. Figurez-vous que les troupeaux en Grande-Bretagne sont atteints d'un mal mystérieux, l'encéphalopathie bovine qui rend les vaches complètement folles. Encore un coup des Anglais. Au départ, on n'est pas très inquiets. Bah non, parce que dans le temps, il y en avait des vaches folles, mais on ne savait pas qu'est-ce que c'était. Hein. On disait qu'elle était malade. Très vite, l'inquiétude augmente. On peut mourir en mangeant de la viande. Des études affirment que les vaches anglaises vont nous contaminer, trouer nos cerveaux comme du gruyère. Dans les médias, certains experts cherchent à nous calmer, voire à évacuer le problème d'un revers de main. En 1996, la vérité éclate. Plusieurs cas de contamination sont révélés en Belgique, en Hollande et en France. L'affaire tourne au cauchemar. Quoi ? On aurait donné à manger de la viande à des vaches ? Dès lors, des mesures sanitaires sans précédent sont adoptées. Les frontières sont fermées. Des millions d'animaux sont tués. Et l'on crée le CIV, Centre d'information de la viande, en instaurant le principe de traçabilité. L'étiquetage est obligatoire depuis octobre 97 avec 3 mentions, l'origine de l'animal, son type, à viande ou laitière, et enfin la catégorie, jeune bovin, taureau, bœuf, génisse ou vache. Mais le scepticisme est toujours là. La vache folle, ça continue, car personne n'achète plus de la bavette. Les abattoirs n'embauchent plus, tous les bouchers sont dans la rue, car leurs clients ne veulent plus de l'aiguillette. Il en faut plus pour effrayer Jacques Chirac qui, en 1996, rend visite aux Anglais et dîne à Buckingham. À Buckingham, Chirac n'a pas fait de drame. Il était pas très à l'aise de bouffer de la vache anglaise.
Face au roast beef anglais, le président l'affirme, il préférera toujours sa fameuse tête de veau. Si l'on veut avoir du bœuf royal, il faut d'abord avoir un veau. Et que comme tous les veaux, naturellement, ne peuvent pas devenir des bœufs, alors il faut bien aussi les manger. D'où l'importance qu'il y a également à sauvegarder la tête de veau. Malgré la démonstration du président, les supermarchés éliminent une liste croissante de pièces à risque. La moelle, la cervelle, et moi, qui ai fait mes études de lettres à Caen, je pleure la disparition des tripes. Autre mesure forte de santé publique, la loi E20 de 1991 qui limite la publicité et l'incitation à la consommation de tabac et d'alcool. Dégâts collatéraux majeurs, on interdit les cigarettes en chocolat. Dans le même ordre d'idées, on élimine aussi plusieurs cinquantaines de produits jugés dangereux et d'autres dont les publicités sont jugées racistes. Bonjour. Les boissons Tang, trop chimiques. Les billes Picorette, peu hygiéniques. Et les berlingots Nestlé, trop sucrés. Mini berlingot, l'énergie des rigolos. De l'autre côté de la Manche, le prince Charles en personne s'inquiète pour nous. Que va devenir la France, devenue obsédée par l'hygiène? Now, in a bacteriologically correct society, what will become of the brie de meurtre, the crottin de Chavignon, or the bleu de vin? Very good accent, Charles. Bon, et nous? Where are we with the blanquette de veau? Je sens que ça va leur plaire. Ou pas. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Philippe Djian écrit cette chanson pour Stéphane Escher. Il veut déjeuner en paix, à l'abri du tumulte du monde. On le comprend. Les enfants des baby-boomers, eux, sont plus insouciants. Ils préfèrent sécher l'école, créer leur groupe de musique, et ils mangeront ce qu'ils veulent quand ils veulent. Dans les années 90, des études inquiètent sur la santé de nos enfants. Les médias les montrent en train de grignoter des sucreries toute la journée, affalés devant la télé. Glace Häagen-Dazs, Dinosaurus, Cacolac, Candy Up, tout ce qui peut agrémenter les sessions Game Boy, Super Nintendo, les séries AB Productions avalées sans modération. Ça a l'air pas mal du tout ce que t'es en train de te taper là, hein? Ce serait pas un yacht? Oh, je sais pas ce que c'est, hein, mais c'est pas l'extase, hein. Bon, c'est une espèce de yaourt liting. Mais ton yaourt? Mais laisse mon yaourt tranquille, de toute façon j'ai craché dedans. Hein? T'as craché dans ton yacht? Mais c'est grave ça, oh! Hey! Non mais sans blague. On va pas me tirer mon médecins yacht quand même. accusent le stress à l'école, pendant les études, mais aussi les cantines et restaurants universitaires jugés médiocres et les parents qui rentrent plus tard et cuisinent moins. Comment restructurer une famille décomposée? En 1995, 38% des couples mariés finissent divorcés. Mais certains parents célibataires ne s'en sortent pas si mal et parviennent à préserver la règle d'or. Les repas se prennent à table. Voilà. Alors il y a pour changer des pâtes au gruyère et au four et de la viande. Hein? Voilà. Pour déjouer cette tendance et retrouver la joie des réunions de famille, on déploie des tas d'astuces. Raclette grill, t'es folle. C'est la grande mode des raclettes, fondues, machines à crêpes. La fondue bourguignonne avec toutes les petites sauces, j'adorais ça, même si le lendemain ça sentait la friture jusque dans les rideaux. Ces appareils de cuisson, dits conviviaux, on le vend en poupe. Du coup, les fabricants font preuve d'une imagination sans limite. Et enfin, au hit parade 90 du bonheur familial, les nouveaux services de livraison à domicile. Après une journée chargée, les courses, c'est souvent la corvée. 120 000 Parisiens ont décidé de ne plus mettre le nez dehors. Ils ont troqué leur caddie pour un Minitel. Restophone, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, le plat pour demain, ce sera... Livré du lundi au samedi, entre midi et 2h et à domicile, des plats chauds aux particuliers, c'est ce que fait Restophone depuis 1 an maintenant. Une mini-entreprise de 3 personnes qui cuisine tous les jours un plat différent et vous le porte moyennant 23 francs à l'heure voulue. Des plats qui n'existaient pas il y a quelques années deviennent subitement des standards. Salut à toi, salade de chèvre chaud,
Entre ici, cake aux olives, et pour un oui, pour un non, on fait des verrines. À la fin du siècle dernier, le café se décaféine, le thé se déthéine, et l'assiette devient un vrai compteur à vitamines. Aujourd'hui, 2 produits alimentaires sur 3 lancés sur le marché avancent un argument santé, une allégation, bref, la promesse d'une vie meilleure. On les appelle alicaments ou aliments fonctionnels. En France, pays des terroirs et de la gastronomie, le goût ne suffit plus à faire vendre un produit. Bref, la science investit nos assiettes. Plus de dégustation plaisir, il faut manger juste, utile et efficace. En même temps que monte cette tendance hygiéniste, un poil angoissante, des journalistes américains découvrent éberlués le French Paradox. Et même que nous étions petits, c'était... je me rappelle, on se faisait griller le soir le pain devant la cheminée, on se badigeonnait avec de la graisse de canard. On aimait bien ça. Et depuis, Josette n'a pas changé ses habitudes. 41 ans de vie en couple à Pavie dans le Gers, un des départements où l'on vit le plus longtemps en France. Réputés pour être mangeurs de graisse et buveurs de vin, les Français du Sud-Ouest et de Provence auraient l'insolence de vivre plus longtemps, avec un cœur plus vaillant. Comment est-ce possible? Leur régime comprend des légumes grillés, du poisson gras, du canard, une huile d'olive miraculeuse et contre toute attente, au moins un verre de vin quotidien. À la fin de la décennie, on retrouve le sourire. La France est championne du monde de football. Jacques Chirac empoigne le cul des vaches au salon de l'agriculture et fait l'éloge de la pomme. La pomme est un fruit sympathique et je l'observe tous les jours. Tandis que Yolande et moi faisons l'éloge du gibolin. En réalité, j'ai pas été vraiment élevé au gibolin. Le gibolin. Mais en revanche, je me souviens du plat unique de la cantine, pas toujours enthousiasmant, alors qu'aujourd'hui, la restauration collective propose souvent un choix de menu respectant les goûts de chacun. Alors, pour Valérie qui est intolérante au gluten, j'ai du pain de maïs. Pour Jean-Claude qui est végétarien, j'ai une portion de lentilles corail avec du tofu grillé à la place de la blanquette. Simon ne mange pas de porc, ça tombe bien, c'est du veau. Et Antoine, bon, Antoine, il mange de tout. En revanche, j'ai peut-être été léger sur le chinon. Il suce pas que des glaçons. Nouveau millénaire, nouveau mode de vie. La France découvre les RTT. Précision pour les plus jeunes, RTT ne veut pas dire rebeurre ta tartine ni range ta timbale, mais réduction du temps de travail. Réduction du temps de travail, les 35 heures en 3 lettres. Très naturellement, notre rapport à la cuisine se modifie. On y passe plus de temps, on devient plus exigeant. Moi, grâce au RTT, j'ai appris à faire le gigot de 7 heures. Des clients venus de Suisse, d'Alsace ou de Picardie. Sur la table, des pâtisseries et des confitures maison. Et pour leurs 15 convives de ce soir, Evelyne et Daniel ont prévu la traditionnelle salade aux noix, suivie d'un soufflé de foie de volaille sauce financière et d'un canard rôti dans le four à pain. En fait, on fait les menus de nos grands-mères. Exactement ce qu'elles faisaient les jours de fête. Papy, réveille-toi, on parle de mamie là. La France entière se découvre une passion pour les cours de cuisine. Cuisiner devient un jeu. Que du bonheur. Une activité parfaite pour les enfants, comme pour l'école blanc. Le repas français, envié par le monde entier, entre en 2010 au patrimoine immatériel de l'humanité, en même temps que le flamenco ou l'acupuncture chinoise. Alors là, je dis pardon. Cuisiner devient donc un loisir. Et dans les appartements, la cuisine devient pour beaucoup la pièce principale de la maison. Elle n'est plus une pièce isolée du salon fonctionnel. Elle est, comme dirait mon voisin agent immobilier, une pièce à vivre. Et les sites de recettes comme Marmiton ou Cuisine à Z viennent tout naturellement coloniser un média balbutiant mais prometteur, Internet. Je suis une fan d'Internet. Avant de connaître les blogs, je connaissais les forums. Ce sont des espaces de discussion et d'échange et pour moi, ça compte beaucoup. Ça me permet de m'ouvrir complètement sur le monde. Ce n'est pas si loin et pourtant, les premiers sites nous paraissent aujourd'hui archaïques. On n'est pas encore à l'ère de la photo de la verrine hyper instagrammable. Pour l'instant, on dessine un peu des mammouths dans des grottes.
Dans 20 ans, en 2020, le produit deviendra un top modèle. On le photographiera, on le déshabillera, on parlera même de porn food. On n'en est pas encore là, mais l'histoire est lancée. À la télévision, c'est l'inflation des émissions en prime time. Chaque chaîne a sa brigade composée de chefs qui deviennent à leur tour des stars. Tu veux goûter? Toi aussi, présente ta recette Kiri à la télé avec moi. Et l'édition traditionnelle, loin de pâtir de cette concurrence, explose les ventes de livres de cuisine. En 2004, un cercle de connaisseurs très parisiens lance un néologisme explosif, la bistronomie. Avant, il y avait ce mouvement nouvelle cuisine où on vous servait 3 carottes et 2 petits pois dans une assiette en disant que c'était un plat et que vous sortiez du restaurant, vous aviez faim. Une terrine, dans la cuisine d'un chef étoilé, n'a plus rien de surprenant, tant le consommateur privilégie désormais la simplicité et la traçabilité. C'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de partage, c'est un lieu social. Il y a ce côté proximité de coude à coude. Je ne veux pas rester dans un lieu simple et basique, je veux le rendre entre guillemets, j'ai envie de dire gastronomique. Voilà, quelle surprise. Il s'agit d'apporter l'exigence des grands chefs sur des produits plus simples, plus abordables et dans un cadre plus détendu. La Comédie Française, mais en jean. Pour ce faire, les chefs jettent leur nappe et s'approvisionnent auprès de producteurs locaux et bio. Lorsqu'il y a 20 ans, on créait la première AMAP, qui aurait pu penser qu'aujourd'hui, on en compterait 10 fois plus qu'en Allemagne et que chaque jour verrait naître 21 nouvelles fermes bio. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est un acte militant que vous faites? Plus ou moins, oui, c'est refuser la société de consommation dans laquelle on est actuellement. Donc oui, quelque part. D'ailleurs, le mot locavore entre dans le dictionnaire en 2010. Je le sais, j'ai fait 75 au Scrabble avec. On remange des produits de saison cultivés près de chez soi et d'une façon plus saine. La consommation de produits bio a doublé ces 10 dernières années. On retrouve les circuits courts des années 50, les variétés anciennes de légumes. On écoute un peu moins Elvis Presley ou Patachou. Enfin, moi, j'écoute toujours Patachou, mais à part ça, la boucle est bouclée. Il y en a même qui cuisinent une blanquette pour leurs invités. Ce qui a changé en revanche, c'est que la nourriture n'a jamais été aussi politique, sociale et culturelle. En 2020, la période de confinement due à la pandémie de Covid-19 nous a bien montré à quel point comptait notre rapport à l'alimentation, à la cuisine, aux produits. Cuisiner a été pour beaucoup de Français une activité primordiale pendant cette période, comme un repère. Elle a été aussi le moyen de manifester de nombreuses actions de solidarité. Quoi qu'il en soit, comme le cinéma, la BD ou la musique, la cuisine est devenue un élément de pop culture et de culture populaire. C'est incroyable. Ce qui est sûr, c'est qu'on va parler de tous les sujets qui fâchent, de tous les sujets interdits. On va aussi se réjouir au fur et à mesure de la soirée jusqu'au dessert. On va ricaner, mais surtout, on va parler de ça. Parce que ce qui nous caractérise, au-delà de la finesse de notre art culinaire, c'est le plaisir de goûter et le plaisir d'en parler. Bref, c'est une affaire d'état familial. Salut! Salut François! Ça sent bon, qu'est-ce qu'on mange?